Connaissez-vous le bleu de méthylène? C'est un produit d'apparence banale, mais qui semble avoir des propriétés incroyables sur le vivant et sur le traitement de certaines maladies, dont le cancer. Je reçois pour en parler aujourd'hui le docteur Laurent Schwartz. Il est oncologue, il va nous livrer tous ses secrets et le fruit de ses nombreuses années de recherche sur le sujet. Mais avant cela, je vous invite à nous soutenir si vous le pouvez. Nexus est un média indépendant et sans publicité. Il ne vit que grâce à ses lecteurs. Merci à tous et bon visionnage. Aujourd'hui, on sépare les maladies en différentes entités. Le cancer, on le sépare en sous-groupes et il y a un millier de cancers qui ont été décrits. Celui-ci du sein, celui-là du poumon, de grade X, Y ou Z, de métastases à droite ou à gauche. Mais au fond, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'y a qu'un seul cancer, que toutes les maladies convergent vers une unité biochimique et que ce que l'on trouve dans le cancer, on le retrouvera biochimiquement évidemment dans la dépression, dans l'Alzheimer et ainsi de suite. Laurent Schwartz, bonjour. Bonjour. Alors, tu es docteur oncologue. On a déjà parlé de tes travaux dans le premier Nexus, le premier hors-série Nexus qui est sorti il y a 5 ans, dans lequel on avait abordé tes travaux très intéressants, très alternatifs, mais qui mettent en avant une autre façon d'aborder la santé, le cancer. Et aujourd'hui, je te reçois pour ce nouvel ouvrage passionnant que tu as sorti aux éditions Thierry Soucard, Le bleu de méthylène, que je montre ici à l'écran. Un remède oublié, un nouvel espoir contre le cancer, la dépression et les maladies du cerveau. Rien que ça. Et on va voir ensemble, dans les grandes lignes, en quoi ce bleu de méthylène joue un rôle si particulier dans notre santé. Avant tout, pour ceux qui nous suivent, je voulais inviter ceux qui veulent nous soutenir et qui le peuvent à se procurer le dernier Nexus qui va arriver en kiosque, donc qui doit être déjà, lorsque cette vidéo sera en ligne, qui doit être déjà en kiosque et en ligne sur nexus.fr. Voilà, on est sans pub et indépendant, donc c'est important pour nous pour pouvoir produire ces contenus gratuitement. Donc je le disais, tu es docteur oncologue et tu t'es intéressé à traiter le cancer d'une façon un peu différente, en tout cas une approche qui est, je trouve, très novatrice, et tu te bases sur beaucoup de recherches, beaucoup de cas cliniques. Ça fait une quarantaine d'années que tu bosses sur ces approches-là. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que le bleu de méthylène? Ça a l'air d'être un simple pigment, c'est comme ça que tu en parles en introduction de ton livre, et finalement, c'est beaucoup plus que ça. Alors, en 1905, c'est-à-dire bien avant nos naissances à tous, Abraham Jacobi, pédiatre renommé, installé aux États-Unis, d'origine allemande, publie un papier qui d'ailleurs n'est pas le premier, il y en avait déjà eu avant, où il dit « Le traitement du cancer, c'est le bleu de méthylène ». Donc c'est une très très vieille histoire. Et dans les années 1880, à peu près toutes les maladies ont été traitées au bleu de méthylène, que ce soit le paludisme, la lèpre, la tuberculose, mais aussi le cancer. Ce que Abraham Jacobi dit, vous donnez des doses de bleu de méthylène, qui se trouvent d'ailleurs être à peu près les mêmes que celles que j'ai trouvées de façon très empirique, et le cancer arrête de pousser. Et la littérature scientifique de l'époque, elle confirme ce que dit Abraham Jacobi. Il y a même dans le Poitou médical, revue malheureusement disparue, un docteur chrétien qui dit « Malheureusement, on ne traite pas tous les cancéreux avec le bleu de méthylène ». Donc c'était extrêmement connu. Le bleu de méthylène est un pigment bleu. Ça colore les pulls pour l'industrie textile, mais c'est surtout et fondamentalement deux molécules de benzène mises l'une à côté de l'autre. Et le bleu de méthylène, on se rend compte très rapidement dans les années 1880 que ça colore les cellules. Jusque-là, on ne savait pas colorer les cellules. Et Ehrlich, donc qui aura tout de même un prix Nobel, traite des gens qui ont la malaria, du paludisme, voit qu'il colore l'agent infectieux et que surtout cet agent infectieux meurt. Il le donne à des gens qui ont le palu, ça marche. Et c'est le début de l'histoire du bleu de méthylène. Si tu permets, je vais juste être un petit peu plus long que d'habitude. Donc le bleu de méthylène, on traite à peu près tout et n'importe quoi à l'époque.
souvent avec des résultats extrêmement positifs, mais ça a un extrême inconvénient, c'est que vous pissez bleu. Et comme les gens de temps en temps ont des fuites urinaires dont ils ne se rendent pas compte quand c'est incolore, s'en rendent compte quand c'est du bleu, et au fond, ils cherchent des médicaments qui dérivent du bleu de méthylène qui ne soient plus bleus. Et grosso modo, tous les médicaments découverts entre 1920 et 1950 sont des dérivés du bleu de méthylène. Alors, c'est les antidiabétiques, c'est les diurétiques, c'est des antibiotiques, c'est les antidépresseurs. Et à peu près tout ce que l'on va synthétiser sont des dérivés du bleu de méthylène. Et j'oublie une molécule dont on a énormément parlé, qui est la chloroquine. Vous avez deux réactions chimiques entre le bleu de méthylène et la chloroquine, qui est aussi un dérivé du bleu. D'ailleurs, pendant la crise sanitaire, il y a plusieurs médecins qui ont prétendu que le bleu de méthylène était efficace pour traiter le Alors, Covid. il y a 2 essais randomisés, carrés, faits en Iran, que je pense fiables, qui montrent que le bleu de méthylène est un traitement de la crise du Covid. Moi, à l'époque, j'avais remarqué que les patients qui étaient sous bleu de méthylène, on l'avait publié avec Mireille Suma, ne faisaient pas de Covid. Voilà. Mais le spectre d'efficacité du bleu de méthylène est beaucoup plus important que le seul Covid, et ça s'étend à toutes les maladies, grosso modo, que l'on connaisse. Et c'est ça que j'essaie de décrire. Alors c'est ça qui est formidable, qui est incroyable. Bon, j'ai pas envie de parler de remède miracle, mais ça en a tout l'air. Comment fonctionne le bleu de méthylène sur un cancer, sur un Covid, sur toute autre maladie? Tu parles même de pathologie psychiatrique aussi. Quel est son mode d'action? Qu'est-ce qui fait que cette molécule est si particulière à tes yeux? Alors, il faut revenir à la biochimie. Le bleu de méthylène, c'est du benzène. C'est 2 benzènes l'un à côté de l'autre, et le benzène est un capteur d'électrons. C'est une molécule extrêmement réactive. Je vais essayer juste de faire un détour sur la biochimie des maladies. Aujourd'hui, on sépare les maladies en différentes entités. Le cancer, on le sépare en sous-groupes, et il y a un millier de cancers qui ont été décrits, celui-ci du sein, celui-là du poumon, de grade X, Y ou Z, de métastase à droite ou à gauche. Mais au fond, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'y a qu'un seul cancer, que toutes les maladies convergent vers une unité biochimique, et que ce que l'on trouve dans le cancer, on le retrouvera biochimiquement, évidemment, dans la dépression, dans l'Alzheimer, et ainsi de suite. Il n'y a qu'à prendre un exemple relativement simple. Quand on vieillit, on peut être un vieillard fringant, faire du Parkinson, de l'Alzheimer ou un cancer. Et au fond, quand on regarde la biochimie de tout ça, c'est extrêmement similaire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces problématiques de similarité de maladie, elles tiennent à une chose, c'est que vous, moi, nous sommes des électrons, des protons et des neutrons. Et ce qu'on a compris, et ce qu'on avait déjà compris d'autres avant nous, c'est que dans toutes les maladies, vous avez une diminution de la conductivité électronique. Pour parler en français courant, vous avez trop d'électrons. Ce trop-plein d'électrons va entraîner de la synthèse, et c'est ça que va contrer le bleu de méthylène. Et ce qui est fascinant en tant que médecin, c'est que vous regardez le cancer, vous regardez la dépression, vous regardez l'Alzheimer, vous regardez la psychiatrie et ainsi de suite. Dans toutes ces maladies, vous avez des données favorables pour le bleu de méthylène, y compris en psychiatrie, énormément d'essais randomisés sur les patients qui montrent l'efficacité. Ça veut dire que selon tes connaissances, tes recherches, tes constatations, la diminution de la conductivité des électrons amène à la plupart des maladies. C'est hautement probable. Donc nous, on l'a confirmé au niveau biochimique. Là encore, il faut refaire un détour sur ce que veut dire tout ça. Si vous prenez les maladies comme le cancer, l'Alzheimer ou ainsi de suite, vous avez toujours de la synthèse. Alors c'est quoi la synthèse pour ceux Alors, qui une pas cellule normale, quand elle va bien, elle brûle, elle fait du gaz carbonique et de l'eau. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand elle brûle mal, ça va recracher des déchets de combustion. Et ces déchets de combustion, ça va s'appeler des molécules qui vont entraîner l'inflammation. Ça va s'appeler les dépôts que vous avez dans
dans l'Alzheimer ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, et ça va s'appeler ce que vous avez dans le cancer et qui va permettre de diviser d'une cellule en deux. Ce que l'on voit, et ce qui avait déjà été vu par un prix Nobel qui était Sven Joji, le découvreur de la vitamine C, c'est que dans l'ensemble des maladies, vous passez en synthèse, et vous passez en synthèse parce que vous avez un excès d'électrons. Et il se trouve que le bleu, mais aussi le dioxyde de chlore, ça vous enlève ces électrons, et ça permet donc de rétablir une homéostasie. Donc, donc le bleu, comme le CDS, on en reparlera après. D'ailleurs, on en a fait un sujet dans le numéro 151 de mars-avril 2024 que je montre ici. Dioxyde de chlore, un remède universel, point d'interrogation. Donc pour toi, ils ont une action similaire sur les électrons. Ils vont capter les électrons en excès. Oui, quelque chose comme ça. On va simplifier, j'imagine que c'est plus complexe. Du coup, en captant ces électrons en excès, ils vont éviter que les cellules qui ont mal brûlé, elles rentrent en synthèse. Est-ce que c'est à peu près ça ? Le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore, mais aussi la chimiothérapie anticancéreuse, il ne faut pas éliminer les molécules qu'on connaît, ont un effet sur ces électrons. Ils vont enlever les électrons, et la cellule va se remettre à brûler, et quand elle va brûler, ça va aller mieux. Pour qu'une cellule aille bien, il faut qu'elle brûle. Quand elle brûle, elle ne fait pas de masse. Quand une cellule va mal, elle fait de la masse, ça veut dire de la synthèse, et il faut contrôler tout ça. Un des drames de la médecine, c'est qu'on est parti dans une définition des cancers ou des autres maladies comme le combat du bien et du mal. Et on est allé essayer de tuer le mal par tous les poisons qu'on pouvait imaginer. C'est pas ça le cancer. Le cancer, c'est une histoire électronique qui entraîne un trouble de digestion du sucre, et il faut traiter la maladie, et vous ne pouvez la traiter entre autres en enlevant tous ces excès d'électrons. Ce que l'on sait faire par la chimiothérapie, c'est comme ça qu'elle marche. La chimiothérapie anticancéreuse, elle est extrêmement toxique, extrêmement réactive. C'est pour ça qu'on est obligé de la mettre dans des veines centrales. Oui, on a l'impression que ça détruit tout dans le corps, finalement. Oui, les chimios. Et le bleu ou le dioxyde de chlore, ça a la même efficacité probablement que la chimiothérapie, mais ça n'en a pas la toxicité. Donc, les avantages sont les inconvénients. Est-ce que, justement, sur l'aspect inconvénient, tu en as constaté sur le méthylène des contre-indications ? Si je reviens au papier de 1905 d'Abraham Jacobi, confirmé, j'y tiens, par le Poitou médical, ce grand journal tant oublié, ça entraîne des inconforts vésicaux. Ça irrite la vessie, ça c'est clair, les gens vont pisser plus fréquemment, mais pas pire que ça. Vous les faites boire un peu plus, vous diminuez un peu les doses, ça passe. Il y a de temps en temps un peu de nausée, de vomissement, mais il n'y a pas de toxicité lourde. Et dans l'excellent article que tu avais fait dans Nexus sur le dioxyde de chlore, tu avais aussi vu à l'époque qu'il n'y a pas de toxicité lourde du dioxyde de chlore. Ces médicaments n'ont pas la violence des traitements traditionnels, et surtout, c'est ça que moi j'ai regardé, ils vont en conjonction avec ces traitements. Donc on a regardé sur des souris, ça a été publié l'an dernier. Si vous mettez du bleu de méthylène avec une chimiothérapie anticancéreuse, vous majorez l'efficacité de la chimiothérapie. Voilà. Donc oui, tu te positionnes pas complètement contre les thérapies conventionnelles, mais tu penses qu'on peut les accompagner avec ces approches alternatives sans forcément les supprimer ? Non, moi d'abord, les thérapies conventionnelles, elles marchent dans certaines pathologies. C'est pas à peine que je les reliste. Tout le monde sait, dans le cancer du testicule ou ainsi de suite, ça marche. Donc il faut surtout rien changer. Moi, je suis un aventurier. Alors, je suis un aventurier en costard, mais j'aime bien la découverte. Ce que l'on a compris, c'est une grille de lecture du cancer, et on a remis sur la table des médicaments qui ont été probablement injustement oubliés. Comment tout ceci peut marcher ensemble ? Quelle est la meilleure conjonction de traitement ? Là, moi, je ne peux pas y répondre. Je n'ai pas les outils, je n'ai pas la compétence, ça se fait sur des essais majeurs, je n'ai pas ça. Ce que je sais, c'est que le dioxyde de chlore, le bleu de méthylène, mais aussi l'acide lipoïque, l'hydroxycitrate, ce sont des traitements extrêmement puissants, et en lignée cellulaire, en souris
et très probablement chez l'homme sur les quelques patients qu'on a traités, ça a une efficacité majeure. Après, à la société de faire le tri et aux essais de randomisés de se faire. Alors, dans ton ouvrage, que je rappelle, s'appelle Le bleu de méthylène, aux éditions Thierry Soucard, très intéressant pour ceux qui voudraient creuser. Moi, je l'ai lu en partie. Il y a un aspect que tu abordes un peu au début qui concerne un certain Otto Warburg. Est-ce que tu voudrais bien revenir là-dessus parce que on l'avait déjà abordé dans le Nexus hors série santé en 2019 et c'est un personnage assez central dans ta compréhension du cancer. Je voudrais revenir un peu là-dessus pour qu'on puisse comprendre ensuite comment notre approche peut-elle être erronée par rapport à cette maladie. Alors, je veux revenir. On voit le cancer comme le combat du bien et du mal. Et on ne s'en sort pas. Ce que dit Otto Warburg, là on est dans les années 1920, c'est que tous les cancers fermentent. Et c'est Luc Montagnier qui m'a parlé d'Otto Warburg. Moi j'étais cancérologue, j'avais fait mes études à Harvard et compagnie, donc j'étais censé être bien formé. Mais le nom d'Otto Warburg, je l'avais entendu, mais je ne savais pas ce qu'il avait fait en réalité. Et Luc Montagnier, on est dans les années 2000, travaillait, avant de travailler sur le sida, sur les virus qui induisent le cancer. Et les virus qui induisent le cancer, qu'on appelle dans notre jargon des virus oncogènes, ça entraîne une fermentation. C'est-à-dire que les cellules tumorales, là encore, c'est toujours la même histoire qu'avant, brûlent mal, et elles vont donc capter de plus en plus de sucre, ne vont pas être capables de le brûler, et vont faire de la masse, et on se retrouve dans les histoires de synthèse dont je vous parlais plus avant. Les cancérologues avaient oublié Otto Warburg. D'abord, il écrivait en allemand. C'était écrit, il ne publiait pas en anglais. Les publications allemandes sont avec du lettre gothique. C'est totalement illisible, en tout cas pour moi. Même si je suis alsacien et que je parle un peu l'allemand. Et tout ceci était tombé en désuétude jusqu'aux découvertes du PET scan. Vous injectez du sucre radioactif dans le sang des gens, et ça va fixer au niveau du cancer ou de ses métastases. Ça, c'est la preuve de l'effet Warburg. Là encore, ça capte le sucre, comme il avait dit, et tous les cancers sont visibles au PET scan par l'injection de sucre radioactif. Donc, je vais juste essayer de revenir sur ce que j'essaie de vous dire. Le cancer, pour nous, clairement, c'est une histoire de fermentation. On est les premiers à le dire. Parmi les premiers dans les années 2000, ça a été publié, republié après à droite, à gauche. Et ce qu'on comprend, c'est que cette fermentation est liée à une histoire électronique. Et que vous pouvez la lever par des molécules qui vont vous enlever cet excès d'électrons et ainsi de suite. Ce que Warburg ne connaît pas ou ne regarde pas, c'est que il travaille sur le cancer, donc il connaît le cancer, mais il n'a pas regardé les autres maladies. Et cette fermentation, vous la retrouvez dans toutes les autres maladies. Vous alliez dans la schizophrénie, dans la dépression, dans l'Alzheimer et ainsi de suite. Donc on se retrouve dans un tableau extraordinairement simple, c'est-à-dire que dans toutes les maladies ça fermente, ou synthèse, c'est des termes que moi j'emploie en synonyme. Tout ça est lié à des histoires électroniques dans toutes les maladies, et c'est pour ça que vous avez une molécule comme bleu qui marche dans toutes les maladies. Selon toi, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait que on peut augmenter ces fermentations ou ces excès d'électrons? Ça, tu poses la question de qu'est-ce qui déclenche le cancer. Alors moi, j'avais travaillé à l'époque sur le tabac. Parce qu'au fond, on sait très bien ce que donne le cancer du poumon, c'est de fumer. Alors, je ne vais pas vous faire la rengaine, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas manger de pesticides et compagnie. Enfin, toujours est-il que... Ça joue. Oui, évidemment, mais le tabac, d'abord le tabac en lui-même, il n'est pas dangereux. Je veux dire, si vous broutez du tabac, vous n'allez pas faire un cancer. Par contre, si vous fumez du hashish ou un truc comme ça, le risque apparemment à quantité égale est à peu près le même. Donc c'est la combustion. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est le gaz carbonique qui est dû à la combustion qui va entraîner le cancer. Et le gaz carbonique, ça vous bloque la respiration. Hein. C'est pour ça que c'est un poison. Et c'est la même chose au niveau des cellules. Et ce que les gens qui fument ont, c'est une intoxication au gaz carbonique qui va entraîner une fermentation cancéreuse et ainsi de suite. Et vous pouvez démailloter l'ensemble des produits toxiques. De la même façon, ils sont tous des poisons de la respiration et ils ont tous un point commun. Alors, ils peuvent avoir une nature chimique très différente. Enfin, chimiquement, rien à voir entre le tabac
et l'alcool ou les cancérigènes, mais tous ont une cible la même, qui est la respiration et ce qu'on appelle dans notre jargon la mitochondrie. D'où le fait que, par exemple, arrêter ces produits-là permet d'avoir une meilleure santé, en tout cas évite d'avoir ces fermentations, et aussi le sucre. Est-ce que le sucre, si on l'arrête, on le diminue, on évite ces fermentations ? Tu as totalement compris. Ce dont on a à faire, c'est une fermentation sucrée. Donc il faut limiter l'apport en sucre, et on sait tous depuis les années 1920 que si vous bourrez les animaux de sucre, ils vont faire plus de cancer, mais aussi plus d'Alzheimer, de Parkinson et ainsi de suite. Ça a été fait, refait, confirmé. Donc il faut réduire l'apport en sucre et il faut limiter tous ces poisons de la respiration, et il faut arriver à mener malgré tout ça une vie normale et saine en gardant le sourire et en n'étant pas complètement obsédé par tout ça. Ce qui n'est pas que simple. Ouais, parce que l'état d'esprit doit jouer aussi. Le stress, j'imagine que c'est extrêmement nocif. Le stress, la première chose que tu fais quand tu es stressé, c'est que tu augmentes ton rythme cardiaque, tu sues de façon profuse et tu nourris ta cellule de sucre. Le stress, ça change la combustion du sucre et c'est pour ça que c'est probablement dangereux. Ok. Si tu permets, je voudrais juste essayer d'être clair. Je répète un peu les choses, mais je crois qu'elles sont fondamentales. Pour nous, il n'y a pas des cancers, mais il y a un cancer. Tous ces cancers sont des fermentations du sucre, quelle que soit leur agressivité. Et tout ça est lié à un problème électronique. Ce problème électronique n'a pas été vu par les oncologues parce que ça fait appel à de la physique, que ce n'est pas leur monde, que c'est de la physique quantique, qu'ils ne maîtrisent pas ça. La même chose pour les biochimistes. Et il se trouve qu'il y a des médicaments qui existent depuis longtemps, qui ont une forme d'efficacité dans ce genre de pathologie. C'est-à-dire autre que le bleu de méthylène ou... Ah, il y en a d'autres, oui, bien sûr. Moi, j'ai travaillé sur le bleu de méthylène, mais il y a le dioxyde de chlore, l'acide lipoïque, ou les molécules que j'ai poussées, mais le coenzyme Q10, l'artémisine, l'ivermectine, enfin, il y en a 13 à la douzaine. Et moi, je suis totalement incapable de faire le tri du plus efficace là-dedans. Il faudrait des grosses recherches là-dessus pour l'établir. Il y a du boulot. Nous, on a ouvert la porte, mais il y a plein de boulot à faire. Quand tu dis nous, c'est-à-dire que tu bosses avec d'autres médecins là-dessus ? Je ne suis pas un animal solitaire. je suis entouré. Non, parce que c'est vrai que c'est des recherches qui sont pas du tout soutenues, j'imagine, par le ministère de la Santé, par les grands labos. Donc ça ne doit pas être facile de pouvoir poursuivre ces recherches-là. Non, tu peux nourrir les gens de différentes façons. Une façon, c'est de leur envoyer de l'argent, ça leur fait plaisir, ou ils en font ce qu'ils veulent. Nous, on n'en a pas, donc c'est réglé. Même si on a un fonds de dotation qui nous aide, ce n'est pas à hauteur de tout ça. Mais les gens, si tu leur proposes de faire un vrai progrès en sciences, ils vont bouger. Les gens, ils sont contents de progresser. Je te permets, je vais juste citer Anne Devin au CNRS ou Frédéric Bouillot à l'INSERM ou Romain Attal à Universcience ou Ashraf Bakar au Caire. Mais on est un lot de gens et on travaille ensemble et c'est vachement agréable. Vous êtes combien ? Une vingtaine. En France ? Oui, bien sûr. Pas tous qu'en France, mais tu sais, c'est... On s'est tous mis ensemble parce qu'on veut essayer d'arrêter le cancer. C'est épouvantable en tant que médecin d'être devant des malades, de ne pouvoir rien faire. Et au fond, il faut que ça s'arrête. Et on sent tous qu'on est en train de changer d'air politiquement, socialement et ainsi de suite. Et retourner aux molécules simples, bon marché et somme toute peu agressive, est une façon de contribuer à un avenir meilleur de la population. C'est ça qu'on veut. Combien de patients vous avez pu soigner avec ces approches-là ? Moi, j'en ai pas soigné beaucoup, mais les autres médecins en soignent. C'est en dizaines de milliers le nombre de patients qui ont pris de l'acide lipoïque ou de l'hydroxycitrate en France. Je vous dis ce chiffre, je n'ai pas de certitude scientifique à tout ça, mais vous n'avez qu'à regarder le nombre de sites Internet qui vendent ces produits dans lesquels moi je n'ai pas d'intérêt financier. Parce que j'ai oublié de te demander en préambule, mais tes conflits d'intérêts et autres dans ces domaines-là. À zéro.
Zéro. C'est trop... On joue l'histoire. Quand on joue l'histoire, on joue pas la poche en même temps. C'est assez rare dans ce domaine, mais... En tout cas... Non, il y en a plein. Je pense aux médecins de plateau qu'on a vus tout le temps pendant ces... On rentrera pas là-dedans. On va pas rentrer là-dedans, mais voilà, on sait de qui on parle. Mais en tout cas, non, en fait, c'est très intéressant et c'est frustrant parce que nous, les citoyens, on ne voit pas trop ce que font les médecins engagés dans ces approches-là, qui ont des résultats et qui ne peuvent pas en faire trop la promotion parce que j'imagine que c'est pas forcément très évident par rapport au Conseil de l'Ordre et autres, de mettre en avant... Non, je crois que c'est somme toute beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. Pour nous, on a vu le cancer à la fois comme un problème médical, mais aussi comme une devinette. Vous vous retrouvez devant une maladie majeure. Au fond, on n'y avait rien compris. Ce combat du bien et du mal, et je vais te tuer par tous les poisons que je te connais, ça marche pas. Il n'y a qu'à regarder l'évolution de la mortalité par cancer ou voir la tête des malades quand on leur annonce qu'ils ont un cancer pour savoir que tout le monde sait très bien la limite d'une certaine thérapeutique. Et au fond, nous, on s'est aussi, je ne voudrais pas amuser à essayer de comprendre. C'est aussi, il y a un côté jeu ludique. Et au fond, d'arriver à retrouver des publications des années 1900 pour Abraham Jacobi, 1920 pour... Warburg ou 1950 pour les électrons. Ça date. Oui, je veux dire, c'est aussi à se demander pourquoi on n'y est pas arrivé plus tôt. Est-ce qu'on aborde ce point-là ou pas? C'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé plus tôt? Pourquoi c'est pas plus répandu? Il n'y a pas qu'une réponse. La première, je vous disais avant, c'est la difficulté qu'ont les médecins et les physiciens à percevoir la physique quantique. C'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Deuxièmement, on a affaire à un dogme. Ce dogme fonctionne, en tout cas financièrement, et d'arriver en disant qu'il faut tout reprendre à zéro, ça a un côté extraordinairement violent. Je n'ai pas été capable de faire les essais que je voulais en cancéro, mais les essais ont été faits en psychiatrie. Vous avez littéralement une dizaine d'essais randomisés en psychiatrie où vous regardez chez les schizophrènes ou autres maladies équivalentes l'apport du bleu, ils sont tous positifs. Mais malgré les faits, malgré l'apport de ces essais, c'est pas commercialisé facilement. Et pourquoi? Après, d'abord, probablement, il faut toujours rester simple. Parce que les gens ne l'ont pas demandé. Pas d'entreprise l'a demandé parce qu'il n'y avait pas de marché à faire. Donc, personne ne l'a demandé. Donc, si personne ne le demande, personne ne le vend. Oui. Je pense que c'est aussi simple et couillon que ça. Et est-ce qu'on a le droit en France actuellement de dire voilà, le bleu de méthylène, ça fonctionne dans tel cas, tel cas, tel cas? Est-ce que légalement, on a le droit de mettre en avant ce produit-là dans des maladies précisément? Je ne suis pas juriste. J'ai de la peine à te répondre. Ce qui est clair, c'est qu'il y a énormément de data. N'importe qui peut aller sur là où vont les médecins, ça s'appelle Google Scholar, ou PubMed, et mettre bleu de méthylène et mettre la maladie qui l'intéresse à côté et voir sortir les données. Les données sont là. Les données sont moins là sur le dioxyde de chlore parce que c'est un médicament qui n'a pas été considéré comme médicament. C'est quelque chose qui est plus utilisé dans les canaux Telegram ou ainsi de suite. Et dans ton excellent article, tu disais qu'il y a 35 000 personnes qui étaient abonnées au canaux Telegram pour le dioxyde de chlore. Mais c'est la même chose. Moi, si je fais ce livre, c'est pas par mégalomanie ou un truc comme ça. Ce que j'essaye, c'est que ça bouge. Nous, on a vraiment l'impression qu'on a compris un morceau du tableau, voir le tableau dans sa globalité. Maintenant, c'est à d'autres de le faire, à d'autres de faire les essais de confirmation et où commercialiser tout cela. Est-ce que quand tu dis que tu as envie que ça bouge, tu aurais besoin que ça bouge au niveau des médecins, au niveau des patients, au niveau des labos? C'est quoi la priorité selon toi sur ce produit-là? Non, mais moi, j'aime bien que ça bouge sur les scientifiques. Parce que c'est mon monde d'origine, c'est là où j'aime bien. Et c'est pour ça que nous, on a bossé, on a publié, ainsi de suite. Mais il y a plein de littérature qui ne vient pas de nous et qui est préexistante. Après, ça devient fondamentalement un problème politique.
de faire les essais. Moi, je suis allé voir qui de droit. À l'époque, j'étais à l'école polytechnique avec le label qui va avec, et je n'ai pas été capable de faire bouger les institutions de la République pour ce sujet-là. Maintenant, est-ce que, avec la crise financière qui s'annonce, ils vont bouger ou vont pas bouger? C'est pas à ma main. Moi, je suis un découvreur, je suis pas capitaine d'industrie, et encore moins un apparatchik. Parce que là, on parle d'un produit qui semble pas très cher à fabriquer, j'imagine. Ah, il y a tout de même pour 2 € le kilo. Hein. Bon, par rapport à certains médicaments remboursés par la Sécu qui coûtent très cher, surtout oui, il y a deux modèles économiques. Chimio, il y a deux modèles économiques qui coexistent pour l'instant. Et les gens qui votent avec leurs pieds. Et en plus, c'est un produit qui n'est pas brevetable, en tout cas. Non, mais le Coca-Cola non plus. Voilà. C'est pas parce que c'est pas brevetable qu'il n'y a pas de l'argent à se faire. Mais là, je rentre dans des domaines qui sont plus les miens. Ouais. Donc je préfère ne pas y rester trop longtemps. Moi, quitte à me répéter, ce que l'on a compris, c'est que dans l'ensemble des maladies, il y avait des synthèses de molécules anormales et que ceci pouvait être traité par des médicaments qui existent déjà et qui ont, en tout cas dans la littérature ou de ce qu'on a fait, une forme d'efficacité. Oui, il y a une tendance dans la médecine moderne à faire un peu fi des molécules anciennes. On l'a vu pendant la crise sanitaire où l'hydroxychloroquine et l'ivermectine ont un petit peu été vus comme désuètes, voire inefficaces, etc. Là où des médecins comme Perron ou Raoult ont essayé de le mettre en avant, et on voulait à tout prix nous mettre des nouvelles molécules innovantes en avant. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un monde ancien qui paraît comme obsolète vis-à-vis des nouvelles techniques et du nouveau marché de la santé? Je crois qu'on a surestimé le cancer. Comme c'était le combat du bien et du mal, le mal, il est fort. Il est même très malin. Donc, il fallait trouver quelque chose d'extraordinairement compliqué pour y arriver. Ouais. Et c'est ça contre quoi on s'est battu. Nous, finalement, ce qu'on est en train de raconter, c'est une histoire d'électronique, somme toute banale. Voilà. Alors, on n'a pas non plus tout compris. Il faut prendre tous les bémols d'usage, mais qui sont des vrais bémols. Ce serait quoi les angles morts encore que il reste l'angle mort des cancers agressifs. C'est-à-dire les fulgurants? Les fulgurants, quand vous avez un cancer qui va à tout barzingue et qui double de volume tous les 15 jours... C'est nouveau, ça? Enfin, non, il y a toujours eu. Il y a toujours eu. Et tu ne m'emmèneras pas dans les turbocancers. En tout cas, j'ai vu qu'on en a parlé beaucoup. Mais, bon, en tout cas, pour toi, ça échappe à ta compréhension? Non, c'est probablement que les doses ne sont pas assez importantes. Ou la bonne combinaison. Mais il faut aussi voir comment on avance, avec toutes les limites de ce qu'on peut faire. Alors le fonds de dotation nous aide, mais il faudrait maintenant que les équipes hospitalières s'y mettent. Ce que l'on a, et tout ça est développé dans le bouquin est fondamentalement un côté explicatif, mais aussi de transmission. Donc je mets les doses et de ce qui marche et ne marche pas, mais quitte à me répéter, dans les cancers les plus agressifs, on n'y est pas. Et ça fait tout de même du monde. Et les malades qui viennent souvent vers ces thérapeutiques sont des malades qui se rendent compte que les chimiothérapies ne sont plus efficaces. Et là, nous, on n'y arrive pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Mais ça part de la même problématique, c'est une fermentation, un excès d'électrons. Ah oui, il fermente juste de trop. C'est ça. Si tu veux, les cancers les plus agressifs, bon, cliniquement, on sait très bien, ça double rapidement, mais c'est aussi ceux qui captent le plus de sucre quand on fait un PET scan, et ceux dont les cellules sont les plus indifférenciées, c'est les mêmes. Alors, les approches qu'on peut avoir là-dedans, c'est peut-être de trouver d'autres molécules, souvent anciennes, qui puissent rentrer en combinaison. Il y a possibilité probablement de trouver autre chose. Moi, j'ai pensé comme ça spontanément tout à l'heure quand tu me parlais d'excès d'électrons à cette méthode un petit peu de grand-mère qui est de faire du earthing. On en a parlé un petit peu avant le début de l'interview. Tu m'as dit que c'était pas forcément. Je voulais qu'on en reparle face caméra, mais voilà, de se connecter à la terre avec ses pieds ou avec son corps pour décharger un peu l'excès d'électrons. Je caricature un peu, mais c'est à peu près
ce que beaucoup aujourd'hui vendent comme des tapis de horsing où on branche à la terre chez soi, ou alors essayer de marcher pieds nus le plus possible. Est-ce que ça a un quelconque intérêt de le faire par rapport à cette problématique des électrons en excès? Non, mais tout ça, c'est un ensemble de bonnes idées, mais ça ne marche pas. Parce qu'on n'est pas conducteur. Je veux dire, on est un milieu aqueux, les électrons ne vont pas circuler, c'est tout le problème que ça se bloque. Et ça ne marche pas parce que les électrons ne vont pas sortir. On ne peut les sortir que chimiquement. Non négociable. Au jour d'aujourd'hui. Bon, mince. Ça va en déplaire à beaucoup qui vendent des tapis de connexion à terre. Oui, non, mais les bonnes idées qui ne marchent pas, il y en a plein. En tout cas, ça part de la même idée, c'est d'essayer de décharger ces électrons. En tout cas, le constat y est, quoi. Oui, mais mais c'est toujours impressionnant ce que l'on peut trouver dans la littérature non conventionnelle, qui sont, somme toute, des bonnes idées. Moi, le dioxyde de chlore, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est des patients qui me l'ont ramené. Et ça filait dans des blogs américains de l'époque, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Et ça remonte là encore. Le dioxyde de chlore, c'est la Révolution française. Je veux dire, c'est encore plus vieux. Le bleu de méthylène, c'est un chimiste qui m'a dit, regarde-moi ça. Moi, j'y avais pas pensé non plus. Il y a une forme de volonté de faire avancer le schmilblick, et c'est un inconnu pour moi qui m'a envoyé les papiers d'Abraham Jacobi. Moi, je ne savais pas que ça existait. Il y a une forme de volonté d'avancer, et ça sort des clous, et ça sort des systèmes, et c'est très bien comme ça. Justement, qu'est-ce qui fait que toi, tu es réceptif à ça? Parce que tout ça, ça sort des clous, on te l'a présenté. Qu'est-ce qui fait que tu étais prédisposé à aller creuser dans les angles morts de la science et de la médecine? Ma femme dirait que j'ai une belle et grande névrose. Et c'est insupportable pour moi de voir les gens mourir. C'est insupportable de voir l'impuissance, de voir le regard de l'autre. C'est pour ça que je vois peu de malades. Je veux dire, c'est extraordinairement violent. Et au fond, il faut trouver autre chose. Et retrouver autre chose, ça veut dire, et ça j'y crois fondamentalement, relire les vieux livres. Les gens qui étaient là avant nous, ils y avaient réfléchi. C'était pas tous des nuls. Et ils avaient de bonnes idées. Quoi, on fait toujours que redécouvrir. Oui, c'est comme la littérature. J'ai Romain Attal, dont je parlais avant, qui est à Universcience, qui me dit toujours, il y a des inventions qui sont faites une fois pour toutes. Le fil à couper le beurre, une fois que c'est inventé, on n'a pas besoin de le réinventer. Mais savoir se tenir, savoir être humain, savoir gérer l'inconnu, ça, c'est à chaque génération d'y aller. Et chaque génération a à apprendre à savoir se tenir et faire ses choix. Moi, j'ai fait le choix que ce qui était important pour moi, c'était de sauver les malades, et le reste, au fond, c'est peanuts. Sur ce produit-là, donc qui est au centre de ton ouvrage, le bleu de méthylène, pour ceux qui nous écoutent, qui vont sûrement être très curieux, très intéressés, peut-être certains, pour certaines pathologies, ont envie de le tester. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent par rapport à ce produit-là, en termes d'usage? Est-ce qu'ils doivent se rapprocher de leur médecin? Mais est-ce que tous les médecins sont familiers de ça? Est-ce qu'ils doivent en faire l'expérience eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des posologies qui sont accessibles sur Internet? Est-ce que ça peut être utilisé en automédication? J'ai de la peine à te répondre. Moi, ce que j'ai fait, j'ai écrit un bouquin, pas pour raconter l'histoire du bleu de méthylène. Au fond, c'est de l'histoire, mais c'est pas fondamental. Mais pour mettre les doses, pour que les gens se débrouillent. Après, on est dans un monde qui bouge. Il y a tout de même beaucoup d'essais qui ont été faits en psychiatrie. Les doses qu'on utilise en cancérologie sont des doses arbitraires. Elles ne sont évidemment pas les mêmes quand on a affaire à un cancer d'évolution extrêmement lente, type petit cancer de la prostate, ou un truc qui est plus rapide. Et puis le reste, moi, je ne sais pas faire. C'est pas mon niveau, c'est pas le genre de personne que je suis. Moi, je sais comprendre ce que les autres n'ont pas vu. Est-ce qu'il y a des contre-indications, en tout cas sur le bleu de méthylène, qui doivent être dites pour ceux qui nous écoutent? On dit qu'il ne faut pas prendre ça avec les antidépresseurs. Ça, c'est clair. Le fait que ça irrite la vessie, je l'ai déjà dit avant. Et surtout pas arrêter les traitements classiques quand les traitements classiques ont une chance de marcher. Le reste, c'est... je ne suis pas donneur de leçons.
En tout cas, c'est important. Il y a peut-être aussi des médecins qui seront curieux et ouverts, qui peut-être nous écoutent, qui voudront et pourront creuser cette question-là à travers ton travail et celui que tu as fait avec tes confrères. Parce que tu me dis, vous êtes une vingtaine, vous êtes dans un petit pool de recherche un peu officieux. Non, pas si officieux que ça. Par exemple, on a fait une présentation au Sénat il y a 4-5 mois avec une dizaine de patients qui ont parlé. Là, je viens seul, sans patient, mais les patients existent. Ils parlent aussi les uns les autres. Ce système bouge. Moi, je suis optimiste quant à la véracité du phénomène de base, c'est-à-dire cette histoire électronique. Après, le reste, je ne sais pas faire. Et personne ne sait faire. Et quand il y a un besoin aussi grand que le cancer et ou les autres maladies, ça se fera. Pas forcément par moi, mais ça se fera. Toi, il te reste quoi encore avec tes confrères sur ce sujet-là du bleu de méthylène ou du dioxyde de chlore? Il te reste quoi comme recherche à faire? J'aimerais arriver à trouver le traitement, s'il existe, je n'en sais rien, sur les cancers les plus agressifs. Là, on n'y est pas. Et ça fait du monde. On arrive à soigner une tuberculose même en phase finale, ou ce qu'on considérait comme en phase finale. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à traiter les cancers en phase terminale ou paraterminale. On n'y est pas. Il y a des molécules qui sont intéressantes. Je parlais de l'ivermectine avant, mais le lithium oscillé, enfin, il y a plein de choses. Il faut trouver une combinaison. Malheureusement, ça semble peut-être insupportable pour les malades, mais il y a une phase d'empirisme et de pif et de courage qui est là et qu'il faut absolument mettre en valeur. Ouais, d'autant que tout ça, c'est sur ton temps libre, c'est sur tes fonds propres. En tout cas, c'est des choses que... je veux dire, les histoires d'argent, l'argent, ça se trouve. Justement, tu parlais du fonds de dotation. Oui. Qui vous aide à travers ce fonds actuellement? Ça, je ne peux pas te répondre parce que c'est privé. Mais, je veux dire, grosso modo, une année de postdoc ou de thésard, c'est 50 000 €, grosso modo. Et on a besoin de 3 thésards pour faire le boulot. Donc, les sommes se trouvent. Ce qui est beaucoup plus difficile à trouver, c'est le courage. Et on est dans un monde où le courage a disparu et on l'a remplacé par les normes. Et au fond, nous, médecins, on est pris entre 2 feux. Le premier, c'est le respect des normes. Et 2, assistance à personne en danger. Quand vous avez quelqu'un en face de vous dont vous savez que le pronostic n'est pas bon, votre devoir de médecin ou d'être humain, c'est d'aider. Voilà la façon dont moi je lis les choses. Et surtout et fondamentalement aussi, d'éviter à beaucoup de malades de déconner. Parce que les gens veulent arrêter les traitements alors qu'ils peuvent marcher. Les gens veulent ne pas se faire opérer alors que ça les guérit. Et mon rôle à moi aussi est fondamentalement de les empêcher de se nuire à eux-mêmes. Quand tu parlais de courage, c'est un courage qui est par rapport à l'administration, au Conseil de l'Ordre? C'est un courage qui par rapport Non, c'est par rapport à soi-même. C'est difficile de prendre des décisions qui ne sont pas celles que les autres attendent de toi. On attend toujours que l'on soit un bon petit soldat. Et à un moment, il faut choisir autre chose. C'est ce que je te disais avant. Il y a des inventions à faire, chacun devant sa génération doit faire pour lui-même. Et savoir, je vais à droite ou au contraire je me révolte, c'est une vraie difficulté. Il y a un vrai engagement dans ton travail et dans ces recherches-là. C'est pas anodin. Oui, mais j'ai choisi. Et ça n'a pas été que simple. Et le détail n'est pas important, mais ça n'a pas été que simple. Est-ce qu'on peut développer ou... Non, on ne développera pas. On imagine l'envers du décor, en tout cas, derrière ça. Mais... Oui, mais ça suffit de l'imaginer. Mais j'ai été énormément soutenu par plein d'amis. Parce que je crois que le combat est juste. Il l'est, d'autant que il y a beaucoup de résultats en fait, que tu nous partages. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, dans l'ouvrage, il y a quelques études de cas
que tu partages, qui sont intéressantes. Est-ce que j'imagine que c'est des cas qui ont été sur lesquels le bleu de méthylène a été efficace. Oui, mais ce sont surtout des patients qui se sont présentés par eux-mêmes au Sénat. Il y a de ça, ça devait être en mars, organisé par la sénatrice Madame Müller-Bronn. Donc ce sont des patients dont vous pouvez regarder sur Internet qui existent. On peut la retrouver, cette intervention au Sénat ? Oui, elle est sur YouTube. Et ça paraît, c'est une bonne nouvelle, ça paraît quand même assez dingue qu'au Sénat, il t'ait invité pour parler de ce sujet-là, qui n'est pas forcément dans le plus grand intérêt, j'imagine, des institutions. Il y a plein de gens qui ne veulent pas mourir. Hein. Je veux dire, même parmi les politiques. Mais parmi tout le monde, les gens sont pris entre des envies plus ou moins égoïstes. Et ça a donné quelque chose de positif, cette intervention au Sénat ? Oui, tout ce monde, c'est un groupe qui tient et on a le sentiment d'être profondément soutenu. Il y a une partie que d'autres ne peuvent pas faire, partir en physique quantique ou de savoir comment ça marche, l'oxygène singulé ou ces choses-là qui sont du détail important pour nous, mais sans intérêt pour le public. Et au fond, derrière ça, trouver le levier pour arriver à faire avancer le schmilblick. Est-ce que tu voudrais... Moi, en tout cas, je voulais te demander déjà ce fonds de dotation. Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent t'aider, peuvent y participer ou pas ? Oui, évidemment qu'on a besoin d'argent, mais de dire que la recherche est essentiellement un problème d'argent, c'est faux. C'est essentiellement un problème de courage. Moi, je serais très demandeur aussi que des médecins ou des gens, des professionnels de santé puissent former un groupe pour voir les malades. Tout ça dans le respect de la législation. À un moment, tout ceci va bouger. Moi, je ne connais pas la cinétique. Grosso modo, notre boulot sur la compréhension du cancer, hormis les cancers les plus agressifs, et ça reste un gros morceau, ce gros du boulot est fait. Après, maintenant, c'est quelle dose de ceci, quelle dose de cela, est-ce que je rajoute de l'ivermectine ou je rajoute ceci ou cela. Tout ceci, ça ne peut se faire que par approximation. Est-ce que des pays francophones sont plus aptes à t'aider dans ces recherches ? Je pense à la Suisse, et aussi l'Allemagne, qui n'est pas pays francophone, mais qui a aussi beaucoup de liberté dans les approches alternatives. Alors, il y a plein de cliniques qui traitent en Allemagne ou en Suisse selon les thérapeutiques alternatives, mais elles ne colligent pas les données. C'est-à-dire, vous y allez, vous payez quelques milliers d'euros et vous repartez mieux ou pas, mais ça ne donne pas de données. Donc, je pense que c'est fondamentalement la puissance publique de mettre tout ceci en place et en ordre. Et je pense que dans ces moments de difficultés financières qu'on connaît tous, ça serait le moment de profiter de tout ça. Vous vous rendez compte de l'économie que ça peut faire au gouvernement Je ne sais pas combien coûte un traitement en chimio, mais il paraît que c'est très, très cher. Une prostatectomie, j'ai regardé ça l'autre jour, pour un cancer, c'est plus ou moins justifié selon les cas, c'est 25 000 euros. Le coût du cancer pour la France, c'est 25 milliards d'euros par an. Donc il y a le coût des médicaments, c'est à peu près 4 milliards. C'est des chiffres qui ne sont pas complètement corrects, mais qui sont d'ordre de grandeur. Ouais, donc ce serait d'un grand intérêt. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent là-dedans. Oui, mais en tout cas, c'est beau. En tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir pu aborder brièvement ce point, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses très techniques qui seraient compliquées à partager, mais je renvoie à ceux qui voudraient approfondir ce sujet à ton ouvrage. Donc le bleu de méthylène aux éditions Thierry Soucard, qui est passionnant, qui n'est pas très gros, donc en plus il est assez accessible, mais en même temps il y a des données qui pourront intéresser les plus scientifiques d'entre nous, et merci d'avoir partagé ce travail, parce que j'imagine que c'est pas facile dans tout ce qui est thérapie alternative, approches différentes dans le domaine de la santé, de se positionner et d'endosser comme ça un petit peu publiquement des recherches. Donc merci à toi
pour ce boulot. Je voulais te remercier d'avoir invité et te féliciter pour Nexus. Il faut le faire. C'est un vrai choix et un vrai sacerdoce. Bonne chance à toi. Chacun à son poste, tous les deux dans l'alternatif, mais en tout cas avec la même volonté d'aller dans les angles morts. Toi dans la science et la médecine et nous dans l'information. En tout cas, Laurent, c'était un plaisir. J'espère qu'on pourra renouveler l'expérience. Et en tout cas, pour ceux qui voudraient nous aider aussi en s'abonnant pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de contenu en accès libre. Nexus est un média sans pub, je tiens à le rappeler. Merci beaucoup Laurent. À bientôt. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir si vous le pouvez. Nexus est un média indépendant et sans publicité. Nous sommes en kiosque et disponibles sur nexus.fr. Merci et à bientôt.